Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et notre cher ami, notre grand ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Ravi de te voir, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et Larry, permettez-moi de commencer par le cas de l'Ukraine. Puis-je commencer par une question? Lula da Silva a-t-il déjà été renversé? Bien, je peux noter cela. Un point contre Marco Rubio. Oui, laisse-moi commencer, Larry. Parlons de ce qui se passe avec le dossier de l'Ukraine. Nous savons qu'il y a eu une réunion au Royaume-Uni. Tu sais, tous ces Européens, enfin, pas tous, ils n'ont pas invité la Pologne à participer à la réunion. Mais nous savons que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France discutaient de la manière de gérer la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, nous avons appris par The Telegraph qu'ils affirment que l'accord de paix sur l'Ukraine proposé par Trump est au bord de l'effondrement. Il se passe quelque chose en Europe, et voici ce que Merz a dit, Larry. Here is what Merz said, Larry. Je n'ai aucun doute quant à notre soutien à l'Ukraine, et c'est ce que nous défendons fermement. L'issue reste ouverte. Je suis sceptique à propos de certains détails que nous voyons dans les documents provenant du côté américain, mais nous devons en discuter. C'est pour cela que nous sommes ici. Merci pour votre invitation. Merci. Merci beaucoup. La raison pour laquelle The Telegraph a souligné que tout s'effondre, c'est que Zelensky refuse de céder du territoire à la Russie. Comment voyez-vous la situation des Européens aux côtés de Zelensky? Je pense qu'ils mènent une action de retardement contre un fait accompli. Et je pense que ce qu'ils font est très dangereux, car ils vont se retrouver dans une mauvaise position. Je précise que nous parlons ici surtout de Merz, Macron et Starmer, mais aussi d'autres, comme le secrétaire général Mark Rutte. Ils ne se laisseront aucun terrain de repli lorsque tout s'effondrera complètement. Maintenant, peut-être que cela aura un effet positif. J'aurais tendance à penser que ce sera négatif, mais ça pourrait être positif. Car si ces personnes quittent la scène encore plus précipitamment que je ne le pense, c'est-à-dire qu'elles sont évincées du pouvoir, officiellement évincées du pouvoir, disons avant ou juste après Noël, alors ce n'aura finalement pas d'importance, car le peuple se sera exprimé d'une manière ou d'une autre, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et ailleurs aussi, comme l'a fait la Hollande. Et ils auront dit, nous ne voulons plus de vous. Ce sont principalement des hommes, il y a quelques femmes parmi eux. Nous ne voulons plus de vous. Vous parlez de dépenser 5% de notre argent pour la guerre, pour les armements et la défense. Votre euphémisme pour tout cela. Nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas ça. Nous aimons les systèmes sociaux que nous avons. Nous aimons les soins de santé. Nous aimons l'éducation. Nous aimons les bonnes routes. Nous aimons tout ce que nous avons. Nous, les Danois, sommes élus le peuple le plus heureux du monde chaque année ou presque. Nous ne voulons pas que cela change. Alors ces gens vont être évincés. Mais ils peuvent, comme un éléphant mourant qui piétine encore beaucoup d'herbe, causer des dégâts avant de partir. J'espère que ce sera minime. J'espère que ce ne sera que des dégâts pour eux-mêmes, en particulier pour ces trois personnages, Merz, Starmer et Macron, parce qu'ils sont de piètres dirigeants européens. Voici littéralement ce que Donald Trump a dit à propos de sa proposition de paix. Responsable du blocage des progrès, ou que se passe-t-il là-bas? Eh bien, il doit lire la proposition. Il ne l'avait pas vraiment lue encore. La version la plus récente, en date d'hier. Peut-être qu'il l'a lue pendant la nuit. Ce serait bien qu'il la lise. Vous savez, beaucoup de gens meurent, donc ce serait vraiment bien qu'il le fasse.
Ses collaborateurs ont adoré la proposition. Ils l'ont vraiment appréciée. Ses lieutenants, ses principaux responsables, ils l'ont aimé. Mais ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas encore lue. Pense qu'il devrait trouver le temps de la lire. Il. Yeah. His people, I don't know. Ces gens-là, je ne sais pas qui. Voici l'homme, Nima. Je suis désolé d'interrompre, mais je dois le dire. C'est l'homme qui, le 3 décembre, en réponse à une question de la presse, a déclaré « Bien sûr, nous vous montrerons cette vidéo de l'attaque du 2 septembre. Oui, nous vous la montrerons. » Et puis 5 jours plus tard, un autre journaliste a dit « Où est la vidéo? Nous ne l'avons pas vue. Vous aviez dit que vous la montreriez. » Il a répondu « Je n'ai pas fait ça. Vous mentez. C'est qui elle? » Puis s'est tourné vers un de ses collaborateurs et a dit « Débarrassez-vous d'elle. » C'est le même homme. Alors que vaut ce qu'il dit à un moment donné? Parce que quand il parle de son peuple, le peuple de Zelensky, je suppose qu'il parle, vous savez, d'Umarov. Il parle de Syrski, le chef de l'armée. Je ne vois pas ces gens-là être d'accord avec ce dont parle Don Frum. On se demande avec qui il parle, et on ne le sait pas, parce qu'il choisit avec qui il discute, pas Witkoff, ni Marco Rubio, ni qui que ce soit d'autre. Il choisit ses interlocuteurs, et en général, il choisit quelqu'un dont il sait qu'il va entendre quelque chose de favorable. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Parfois, il n'a pas le choix quand il doit parler aux véritables dirigeants. Je ne pense pas qu'il ait envie de parler à Zelensky, en ce moment d'ailleurs. Je suppose qu'il n'a jamais prononcé le nom, mais je pars du principe que la personne dont il parlait, celle qui n'avait pas lu le document, c'était Volodymyr Zelensky, qu'il n'avait pas lu l'accord. Eh bien, je parie qu'il l'a lu. Je parie qu'il l'a jeté par terre après la première page. Mais il n'était pas si... Je ne pense pas qu'il dirige encore les choses. Je crois que le niveau en dessous, celui qui se prépare à le renverser, prend de plus en plus le contrôle, et je ne lui donne plus très longtemps. Vous savez, après la réunion, ils ont annoncé, les Européens avec Zelensky, qu'ils avaient élaboré une contre-proposition soutenue par l'Europe. Et il semble qu'ils vont l'envoyer aux États-Unis aujourd'hui. C'est ce qu'a rapporté le Telegraph. On pourrait supposer que si Zelensky refuse d'accepter la réalité territoriale de l'Ukraine, la partie orientale de l'Ukraine, alors il n'y a plus d'accord possible. Et il ne semble pas que les Européens aient l'intention de faire pression sur Zelensky. Je ne vois pas comment Donald Trump peut gérer cela. Eh bien, la prochaine étape qui va se présenter, c'est que Donald Trump va ignorer tout le monde. Je sais ce qu'il a fait auparavant. Je sais qu'il est allé parler aux Européens après avoir dit ce qu'il avait dit à la suite du sommet d'Alaska, et apparemment, les Européens l'ont convaincu de faire quelque chose de différent. Et maintenant, il est revenu sur sa trajectoire initiale, je pense, la même que celle de Poutine. Et Donald Trump est tellement imprévisible qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire à un moment donné. Mais je pense que cette fois, il est simplement enclin à tourner le dos aux Européens. Il est simplement enclin à dire, par exemple, ce serait le pire des cas, mais il est simplement enclin à dire « Allez au diable, Zelensky. Allez au diable, Macron, Starmer, Merz. Vous tous, je m'en vais. » Tu peux t'en occuper. Et voici de quoi tu parles. Tu parles d'argent venant des États-Unis pour des armes destinées à l'Europe, qui n'a pas d'argent pour les payer, pour des armes destinées à l'Ukraine, qui n'a pas de soldats pour les utiliser. C'est absurde. Et les Européens font preuve d'une stupidité obstinée. Ce n'est pas une nouvelle attitude de leur part, du moins pas récemment. Mais ils pourraient simplement dire « J'en ai assez. C'est fini. Poutine, fais ce que tu as à faire. Termine. » Que vont faire les Européens? Déclencher une guerre contre Poutine. Il leur a déjà dit ce que cela signifierait.
Il leur a déjà dit ce que cela signifierait. Et ils ne peuvent pas rassembler un seul corps d'armée, pas même un. Poutine en a environ 7 ou 8 sur les lignes de front. Ils ne peuvent pas rassembler les défenses aériennes. Ils ne peuvent pas rassembler les drones. Ils ne peuvent rien rassembler de tout ce dont Poutine dispose désormais en abondance. S'ils commencent une guerre avec lui, ils seront détruits. Et devinez quoi? L'OTAN ne fonctionnera pas dans le sens où les États-Unis interviendraient, pas avec Donald Trump à la barre. Il joue donc un jeu très dangereux ici. C'est un jeu désespéré qu'il joue. Et c'est idiot, c'est stupide, dangereux. Et d'une certaine manière, la division entre l'Europe et les États-Unis à propos de l'Ukraine a été abordée dans le nouveau document, la stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump, Larry. Prends ça, l'Europe. Prends ça. Sauf que ce n'est pas ce que ça paraît. Il faut lire ce texte de très très près. Ce qu'il dit vraiment, c'est que nous allons nous replier sur notre propre hémisphère afin de mieux combattre la Chine. Oui, je ne sais pas qui. Je me souviens que lorsque Olaf Scholz était au pouvoir en Allemagne, on se demandait, c'est qui ce type? Pourquoi agit-il de cette façon? Et aujourd'hui, avec Merz, c'est incroyablement pire. Tu sais, Bloomberg a rapporté que l'Allemagne allait allouer un montant record de 52 milliards pour l'achat d'armes destinées à l'Ukraine. Ces types vendent littéralement l'Allemagne juste par haine envers la Russie. Tu as raison. Et à qui vont-ils donner ces armes? L'Ukraine est à court, voire presque totalement à court, de soldats à qui elle peut donner les armes. Alors à qui vont-ils les donner? C'est insensé. Je veux dire, d'accord Starmer, où sont les légions allemandes que tu vas envoyer en Ukraine? Dieu nous en préserve, si tu les avais et les envoyais. D'accord, la France, où sont les légions que tu vas envoyer en Ukraine? Dieu nous en préserve, si tu les avais et les envoyais aussi. Où sont les légions de qui que ce soit? La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne ne peut même pas faire naviguer sa marine. Elle n'a pas assez de marins pour armer ses navires. Ces gens sont des faibles. Ils parlent comme s'ils avaient les États-Unis totalement et entièrement derrière eux. Et j'ai une nouvelle pour eux. Les États-Unis ne sont pas assez puissants non plus, sauf dans un domaine, les armes nucléaires. Nous avons énormément de retard en ce moment, Nima, et j'ai justement consulté la liste ce matin. Fournir à nos alliés signataires, nos alliés liés par traité, les armes que nous leur avons promises, de Taïwan au Japon, à qui que ce soit d'autre que tu veuilles mentionner. Nous sommes tellement en retard, et nous ne nous procurons pas non plus ces armes pour nous-mêmes. C'est la première priorité, ou du moins, c'est censé l'être. Qui est le géant dans tout cela, dans le contexte immédiat de l'Ukraine? La Russie est le géant, avec tous les feux au vert, toutes les horloges réglées, une économie solide, une bonne base industrielle de défense. Tous ces mensonges que les gens de ce pays racontent, ce sont des mensonges dangereux, car ils amènent les gens à croire qu'ils font face à une situation différente de la réalité. Je pense qu'au moins, Trump est conscient d'une partie de cela, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il veut s'en dégager. Notamment, bien sûr, parce que il se souvient de ce que Sergei Lavrov, je crois que c'était lui, a dit à Marco Rubio à Riyad à propos des 300 milliards de dollars perdus chaque année parce que la Russie et les États-Unis n'ont pas de relations économiques solides. Il veut rétablir cela. Il passera au-dessus de leur tête s'il le faut, et il leur marchera sur les pieds, avec des chaussures à crampons s'il le faut, je pense. Et il écraserait Zelensky sans hésiter. Considering the new document
En tenant compte du nouveau document, la NSS, la stratégie de sécurité nationale, Larry, quelle est ta compréhension de l'OTAN? Qu'est-ce qui est important en termes de politique en Ukraine? Nous savons que Donald Trump essaie, d'une certaine manière, de transférer la charge et de la faire peser sur les épaules des Européens. Mais après tout, en considérant l'OTAN et son avenir, quel est le message? Le message est très clair, je pense. C'est que nous allons adopter cette réorientation qui s'adresse davantage à sa base MAGA qu'à quiconque. Tous ceux qui veulent s'y rallier, très bien. Mais ce qu'il dit vraiment, c'est que nous allons faire tout cela en mettant l'accent sur l'hémisphère occidental, alors que ce n'est qu'un camouflage pour le fait que nous ne le faisons pas pour protéger l'Europe, ni même pour protéger nos autres alliés. Nous le faisons pour que nos autres alliés puissent se joindre à nous, comme le Japon, la Corée, et ainsi de suite, pour attaquer la Chine, pour s'en prendre à la Chine, pour tenir tête à la Chine, pour inverser la situation qui se déroule en ce moment même, alors que la Chine est en train de tout dominer. La Chine a la meilleure économie du monde, la plus grande économie du monde. Elle possède la plus grande marine, la plus grande force aérienne, la plus grande armée terrestre. Elle dispose de la base industrielle de défense la plus performante au monde. La Russie est probablement la deuxième plus capable. Et maintenant, elle est au moins nominalement alliée à la Russie. Nous pensons qu'il faut faire quelque chose à ce sujet, et plutôt tôt que tard. La meilleure façon de le faire est, si l'on peut dire, de rentrer à la maison, dans une certaine mesure. Même si, en réalité, ce n'est pas ce que nous faisons. Si l'on regarde les fermetures de bases et d'autres éléments de ce genre, ainsi que les nouvelles bases qui apparaissent sur le sol européen. D'autres choses que nous faisons. Le mur que nous construisons dans le Pacifique, sur la chaîne d'îles que nous avons utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela est dirigé contre la Chine. Et la véritable priorité dans cet hémisphère, notre hémisphère, le vôtre et le mien, l'hémisphère occidental, la véritable priorité en Amérique du Sud et en Amérique latine en général, mais surtout en Amérique du Sud, vient du fait que Poutine a déjà, en 2024, démontré que la doctrine Monroe était inefficace. Lorsqu'il a envoyé l'amiral Gorchkov à La Havane, accompagné d'un sous-marin à propulsion nucléaire, et maintenant, avec ce qu'il fait concernant le Venezuela, il nous rend l'appareil. Nous avons menacé son voisinage proche, il menace désormais le nôtre. Il a déjà annulé la doctrine Monroe. Il est en train de la vider encore davantage de son sens avec le Venezuela. C'est pourquoi nous disons qu'il faut revenir chez nous afin d'écarter la Chine avant d'aller les affronter sur leur propre territoire. Et en même temps, nous disons que nous allons rester aux côtés de nos alliés dans la mer de Chine méridionale, la mer la plus fréquentée du monde aujourd'hui en termes de transport maritime et de flux économiques à sa surface, et ainsi de suite. Nous disons que nous allons maintenir le Japon, les Philippines, la Corée et d'autres dans cette structure d'alliance là-bas. Et nous allons rester dans la mer de Chine méridionale. Nous n'avons rien dit à propos d'un retour de la mer de Chine méridionale. Il s'agit d'avoir une présence avancée afin que lorsque nous affronterons la Chine, nous puissions le faire à partir d'une position de force plutôt que de faiblesse. C'est tout l'enjeu de cette stratégie. Elle se concentre sur la Chine, avec une attention déguisée pour le public intérieur, sur l'hémisphère occidental. Ce n'est pas le cas, c'est la Chine. Tout tourne autour de la Chine. Nous savons que Donald Trump a dit « Je vais revenir dans l'hémisphère occidental ». Il parlait d'une manière ou d'une autre de ramener les soldats à la maison, mais il ne semble plus que ce soit la politique actuelle. De toute façon, il ne s'agit pas tant des soldats. Quand on parle de la Chine, il s'agit surtout des forces aériennes et navales.
pas vraiment des soldats. Mes marines m'ont offert une tasse lorsque nous avons terminé la dernière promotion, et tout autour était inscrit Marine Corps War College. En haut, il y avait écrit « Le requin et le tigre ». Cette tasse représentait la métaphore que nous utilisions dans nos exercices. Le requin, les États-Unis d'Amérique, la marine et l'aviation, ne peut pas débarquer et n'oserait pas débarquer en Chine. Et l'éléphant, ou l'ours, selon l'image que l'on préfère pour la Chine, ne peut pas entrer en mer, car nous aurions traité leur marine et leur aviation de telle manière que la majeure partie de ce qu'il leur resterait serait leur force terrestre. Alors, que fait-on dans ce cas? Eh bien, on en vient aux armes nucléaires, parce qu'on ne débarque pas et qu'on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Peut-être qu'on a affaibli leur force aérienne et leur marine, et ils ont aussi considérablement affaibli les nôtres. Donc nous sommes tous les deux là, à peu près sur le périmètre de la mer de Chine méridionale, et nos forces aériennes ont été réduites d'un tiers ou plus, nos navires réduits, nos sous-marins réduits d'un tiers ou plus, et nous nous faisons face. Imaginez la scène, nous sommes dans la mer de Chine méridionale, peut-être à la ligne des 9 traits. Nous n'osons pas aller plus loin. Ils ne s'aventureront pas avec leur flotte car ils en perdraient davantage. Ils ne s'aventureront pas non plus avec leur aviation au-delà de la ligne des 9 traits. Et donc nous sommes là, à nous regarder. Et je vais vous dire ce que le lieutenant-colonel, ou le colonel, dans le jeu de guerre dit à ce moment-là, nous devons utiliser des armes nucléaires. Et les dirigeants civils dans le jeu de guerre répondront, non, nous n'irons pas jusque-là. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des dirigeants civils dont je ne suis pas sûr qu'ils diraient cela. Donc, nous parlons d'un conflit nucléaire. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous avons dans les laboratoires des gens, de jeunes gens, extrêmement qualifiés sur le plan technique. Nous avons au Pentagone des personnes qui parlent maintenant, par exemple, d'une première frappe, anéantir toute riposte, survivre ensuite et en sortir victorieux. Nous parlons de la guerre nucléaire comme d'un outil de la guerre moderne. Et c'est à cela que cela conduit. C'est à cela que mène cette stratégie. Mais le problème, c'est que si les États-Unis décident de lancer une sorte d'attaque préventive, appelons-la une attaque préventive, et qu'ils le font, aucun de ces pays ne va rester à l'écart et regarder ce qui se passe avec l'autre. Vous savez, je parle de la Russie et de la Chine. S'ils frappent la Chine, la Russie ne va pas rester silencieuse à ce sujet. Ils ne vont pas rester muets là-dessus. Je pense que cela fait partie du rapprochement de Trump avec Moscou. Essayez de les détacher un peu. Mais lis bien la stratégie. Ce que nous allons faire à la Chine, dans notre propre hémisphère, c'est la faire sortir. C'est ce que nous voulons faire avant tout. Savais-tu que chaque pays d'Amérique du Sud a échangé davantage avec la Chine l'année dernière qu'avec les États-Unis? Exactement. C'est ce qu'ils veulent faire, les faire sortir. C'est la raison pour laquelle Rubio parcourt l'Amérique du Sud pour tenter de recruter des dirigeants. Ils veulent déraciner la Chine jusqu'à la racine de l'hémisphère occidental. Ensuite, ils s'en prendront à eux. Mais cette idée d'être dans l'hémisphère occidental consiste entièrement à combattre la Chine là-bas. Et d'ailleurs, quiconque d'autre voudrait venir prendre notre place. Mais la Chine est la puissance dominante qui agit ainsi. Comment peux-tu être l'ennemi de tous ces pays? Je ne comprends pas, Larry, car il doit bien exister une sorte d'alternative à leur politique. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu qui semble vraiment réussir. Ça ne fonctionne pas. Ça ne trouve pas d'écho ici au Brésil. Lorsque nous avons pris nos fonctions en 2001, après cette longue période de transition due à l'élection des bulletins perforés, je parle de George W. Bush et de Dick Cheney, le président nous a ordonné, nous,
l'équipe de planification politique du département d'État, dirigée par Richard Haass, d'élaborer la nouvelle stratégie de sécurité nationale. 2 ans plus tard, nous n'en avions toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que chaque ébauche que nous rédigions au département d'État et que nous envoyions à la Doa Rice, la conseillère à la sécurité nationale, elle refusait de l'accepter. Alors qu'a-t-elle fait? Au bout d'environ 18 mois, Haass en a eu assez, nous aussi, et elle a chargé son propre personnel du Conseil de sécurité nationale de rédiger la stratégie de sécurité nationale. Elle n'a pas aimé ça non plus. Tu sais ce qu'elle a fait ensuite? Elle a confié le travail à un groupe civil. Tu veux parier sur ce que Trump et Hegseth ont fait? Pense au projet 25. Pense au groupe Heritage. Pense à qui a réellement rédigé cette stratégie de sécurité nationale. Probablement, c'est en tout cas mon hypothèse. Et réfléchis à ce qu'ils disent depuis le début, à ce qu'ils font tant sur le plan intérieur qu'international. Tu verras qu'ils en sont arrivés à la conclusion, et à juste titre, que la menace numéro 1, pas le narcoterrorisme, car le narcoterrorisme n'est pas une menace. La menace pour les États-Unis d'Amérique, c'est la République populaire de Chine. Économiquement, militairement, socialement, culturellement, tu peux tout citer, c'est notre menace. Votre point est bien compris. Mearsheimer et Walt n'ont pas besoin d'avoir raison. Vous savez, les réalistes n'ont pas besoin d'avoir raison. Rien n'est gravé dans le marbre disant qu'ils ont raison, quoi qu'il arrive. Nous n'avons pas besoin d'une guerre. Ce piège de lucidité et tout ce discours sur la puissance montante, la puissance déclinante, qu'elles finiront inévitablement par s'affronter. Peut-être qu'autrefois c'était vaguement vrai, mais avec les armes nucléaires, nous ne voulons pas que ce le soit. Donc oui, il existe un moyen d'éviter cela. Et ce n'est pas de chercher à défier la Chine à chaque fois qu'elle bouge, n'importe où, n'importe quand. La manière d'y parvenir, c'est de s'accommoder. Et je ne veux pas dire, les gens disent, oh eh bien c'est ce que Neville Chamberlain a fait avec Hitler, et regarde ce que ça a donné. Je ne parle pas de ce genre d'accommodement. Je parle du fait qu'il faut reconnaître que le pouvoir décline en Occident et se déplace vers l'Orient, et qu'il faut gérer cela comme les empires l'ont toujours fait dans l'histoire lorsqu'ils y étaient contraints. On continue d'avancer, on gagne de l'argent, l'économie prospère. On traite avec l'ennemi potentiel, il traite avec vous. On règle les choses sur le plan diplomatique, économique, financier, et ainsi de suite. On ne part pas en guerre. Rien ne prédestine les humains à faire la guerre, sauf la stupidité la plus grossière. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le monde. Larry, vois-tu la capacité ou la possibilité pour les États-Unis de jouer un rôle plus coopératif au lieu d'exercer des pressions sur d'autres pays? Parce que c'est ainsi que la Chine agit. Ils cherchent des partenaires, des gens avec qui collaborer. Exactement. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un s'inquiète de ce genre d'attitude? Exercer des pressions, par exemple ici au Brésil, en faisant pression sur Lula, qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Je ne vois rien de bon sortir de ce genre de politique. Tu as tout à fait raison. Ils considèrent cela comme un jeu à somme nulle. S'ils gagnent, nous perdons. Si nous gagnons, ils perdent. Personne ne s'assoit pour dire « trouvons une situation gagnant-gagnant ». Le plus souvent, c'est possible. L'un gagne, un autre gagne un peu, un autre gagne beaucoup, peu importe. Mais au bout du compte, une bonne diplomatie signifie que les deux parties finissent avec un niveau de vie raisonnable et une juste opportunité de développer leur peuple à leur manière. Ces conneries sur la démocratie libérale devraient être jetées aux flammes. Si la Chine veut diriger son pays de cette façon, si la Russie veut diriger son pays de cette façon, si le Brésil veut diriger son pays de cette façon, qu'il en soit ainsi. Qui sommes-nous pour dire aux autres comment gérer leurs États? Vivons en bonne entente.
Et je ne parle pas de se tenir la main en chantant Kumbaya. Je parle de concevoir des économies de manière à ce qu'elles se renforcent mutuellement et non qu'elles s'opposent. Mais tout ce que nous semblons capables de concevoir et de faire, c'est la seconde option. Et si un pays a un PIB plus élevé qu'un autre, une parité de pouvoir d'achat supérieure à un autre, qu'il en soit ainsi. Ayons un peu de concurrence et voyons si nous ne pouvons pas rattraper notre retard. La stratégie issue de l'administration Bush disait ceci, Nima, et celle-ci n'en est qu'une continuation avec quelques variantes. Elle disait « Nous avons gagné la guerre froide, nous sommes les champions du monde, nous sommes au sommet de la montagne. Tout ce qui bouge au pied de la montagne, une souris, un rat, nous allons le tuer, nous allons l'écraser. Nous allons soit le sanctionner, soit utiliser la force militaire contre lui, ou les deux. » C'est ce que nous avons dit. Ça n'a pas très bien marché. En fait, ça n'a pas du tout bien marché. En réalité, il y a aujourd'hui plus d'Al-Qaïda dans le monde, à cause de la guerre mondiale contre le terrorisme, qu'il n'y en avait avant le 11 septembre. Il y a plus de membres d'Al-Qaïda sur Terre maintenant qu'avant le 11 septembre. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Mais nous ne semblons pas le savoir. Nous ne semblons pas savoir comment traiter avec les autres peuples du monde, comme nous avons dû le faire pendant environ 150 ans, à l'époque où nous n'étions pas le grand chef du quartier. Nous nous en sortions plutôt bien. Nous avons traité avec l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire espagnol, l'Empire russe, et nous nous en sortions assez bien. Maintenant, nous sommes l'Empire dominant, et nous ne parvenons à nous entendre avec personne. Cela n'a pas beaucoup de sens, sauf que c'est généralement ainsi que les Yankees font les choses. D'une certaine manière, on a l'impression qu'ils s'en fichent. Ils ne considèrent personne comme pertinent en Amérique latine. Regarde ce qu'ils font. C'est vraiment dangereux, Larry, à mon avis. Non, tu as raison. J'en parlais justement avec des gens hier. Nous avons tout ce désordre là-bas à Porto Rico. Nous avons un désordre en Jamaïque. Nous avons un désordre à Cuba. Nous avons un désordre à cause de Melissa et d'autres ouragans qui l'ont précédé. Et que faisons-nous? Nous déployons des troupes à Porto Rico pour menacer le Venezuela. C'est absurde. Même George W. Bush, en 2003, quand Bam a été frappé par un tremblement de terre en Iran, 30 000 personnes sont mortes, 200 000 ont été blessées. Nous avons envoyé des chiens de recherche, des camions de pompiers, de la nourriture, de l'eau, tout ce que nous pouvions, parce que c'était une catastrophe humanitaire. Nous avons actuellement une mer des Caraïbes remplie de catastrophes humanitaires. À Santiago de Cuba, 15 000 toits ont été arrachés. Personne n'a de maison habitable. C'est incroyable. Et la Jamaïque ne s'en sort pas beaucoup mieux dans certaines régions non plus. Et que faisons-nous? Nous ne savons pas comment vivre dans le monde, Nima. Et dans notre propre hémisphère, nous ne savons pas comment traiter les peuples qui vivent dans notre région. Voici ce que Donald Trump a dit à propos de Maduro, Larry. Les jours sont comptés et les États-Unis pourraient bientôt frapper le territoire vénézuélien. Pourrait-on réellement voir des troupes américaines sur le sol du Venezuela? Je ne commente pas là-dessus. Je ne dirais ni dans un sens ni dans l'autre. Je peux dire ceci, il nous a envoyé des millions de personnes, beaucoup venant des prisons, beaucoup de trafiquants de drogue et de barons de la drogue, des personnes issues d'institutions psychiatriques. Il les a envoyés dans notre pays quand nous avions un président très stupide, vous le savez. Biden est une personne à faible QI, surtout de nos jours. Je veux dire, il avait déjà un faible QI il y a 30 ans, mais il est particulièrement limité maintenant. Et ce qu'il a fait à notre pays n'est pas bon. Tren de Aragua, les gangs, l'un des gangs les plus violents du monde. Vous avez maintenant verrouillé la frontière. Non, il a envoyé beaucoup de ces personnes
Et il a aussi envoyé beaucoup de drogue. Donc nous verrons bien comment tout cela se passera. Het al fikhay. Je peux get this guy. It's Het is een jongens. right. Il y a à peu près autant de menaces pour les États-Unis de la part des narco-terroristes, comme ils les appellent, et Hegseth en a fait une sorte de terme consacré, qu'il y en aurait du golfe du Mexique déclenchant une avalanche à travers le Texas jusqu'à la frontière canadienne. C'est absurde. C'est ce que George W. Bush a fait. Mais au moins George W. Bush avait une certaine justification, pourrait-on dire. 3000 Américains étaient morts. Des milliards de dollars de dégâts causés. Tout cela par une bande de terroristes d'Al-Qaïda qui ont détourné des avions. La plupart de cela était de notre faute d'ailleurs. Mais malgré tout, ils ont causé des dégâts. Il était en colère et il devait agir. C'est absurde. Tout ce qu'il vient de dire sur le Venezuela ou sur n'importe quel autre pays étant responsable de toutes ces personnes mal intentionnées entrant aux États-Unis et faisant tout cela est tout simplement absurde. Oui, il y a des mauvaises personnes qui sont entrées. MS-13, des choses comme ça, des gangs. Mais si on les mettait tous ensemble et qu'on se demandait, d'accord, quelle menace cela représente-t-il vraiment pour les États-Unis d'Amérique? Ce serait moins de 0,001%. Cela ne s'enregistrerait même pas sur l'échelle de Richter, pour ainsi dire. Et pourtant, on en fait tout un plat, on en fait une montagne à partir d'une taupinière, en d'autres termes. Mais nous avons fait la même chose dans mon administration avec le terrorisme. Nous avons dit à George W. Bush, tu ne peux pas utiliser l'instrument militaire contre ces gens. Tu vas en faire des guerriers. Nous avions déjà traité ces personnes par le passé, par le droit, par le système judiciaire. Nous les mettions en prison, là où ils doivent être. Ce sont des criminels, pas des guerriers. Qu'avons-nous fait? Nous en avons fait des guerriers. Nous en avons fait de tels guerriers, Nima, que nous sommes allés en Syrie, et nous nous sommes alliés à eux. Nous avons essayé de renverser Assad en les utilisant, eux, l'État islamique, Al-Qaïda, et ainsi de suite. C'est donc tout simplement stupide. C'est stupide au plus haut point de prendre l'instrument militaire et de l'appliquer contre quelque chose d'aussi informe et qui ne représente pas vraiment une menace significative comme nous le faisons actuellement. Regardez à quoi cela a conduit. Des violations massives du droit international, des violations de notre propre constitution, de notre droit interne, des violations du code uniforme de justice militaire. Et cela conduit à une contamination de nos forces armées, car on voit maintenant tant de personnes de haut rang aller dans ce sens. Chacune d'entre elles devrait se lever et se faire entendre dès maintenant. Chacune d'entre elles. Et elles ne le font pas, tout comme elles ne l'ont pas fait à Quantico lors de cette réunion. Ils sont simplement restés de marbre. Eh bien, un silence glacé n'est pas ce dont nous avons besoin maintenant. Ce dont nous avons besoin, ce sont des gens qui disent « c'est contraire à la loi et je ne le ferai pas, même au prix de mon grade et de mon avenir dans l'armée, si nécessaire. Mais je ne le ferai pas. » Envoyez-vous beaucoup faire cela. Il y a un amiral apparemment, un amiral, celui du commandement sud, qui part en décembre. À un moment donné, m'a-t-on dit, en décembre. Et on m'a dit maintenant clairement que la raison de son départ est ce chaos consistant à tuer des gens en haute mer sans véritable procédure régulière. C'est la mort par 1000 coups. Nous tissons notre propre linceul, c'est ce que nous faisons. Et Trump en est le maître tisserand. Et c'est pitoyable, c'est absolument pitoyable, car il est arrivé et a été élu pour être exactement l'inverse. Et je ne vois aucune identité chez Pete Hegseth. Je vois quelqu'un qui peut changer comme le vent. Tu sais, quand il passe de la gauche à la droite, il change. The winds goes from the left to the right, and now he changes as Il va avec Trump. Il va avec Trump.
Si vous regardez les deux principaux membres du cabinet, Rubio d'un côté et Hegseth de l'autre, ce sont les deux principaux ministres dans la hiérarchie américaine. Le secrétaire d'État a la première préséance, le secrétaire à la Défense la seconde, et le secrétaire à la Défense porte également la responsabilité d'exécuter les volontés du président en tant que commandant en chef. Il fait donc pleinement partie de la chaîne de commandement militaire. Si vous regardez ces deux personnes, ce que vous voyez en ce moment, d'un côté, c'est un néoconservateur dont Trump a très peur et qu'il souhaite neutraliser s'il le peut. C'est l'une des raisons pour lesquelles il l'a nommé conseiller à la sécurité nationale pour l'avoir un peu plus près de lui. L'autre, c'est un flagorneur par excellence. Regardez-le, il écoute chaque mot du président pour s'assurer qu'il ne le contredit pas et pour que ce qu'il dira ensuite soit en accord avec ce que Trump a dit. Ce n'est pas facile avec Trump, de plus en plus difficile, car il a tendance à changer d'avis d'une minute à l'autre, comme l'ont montré les entretiens des 3 et 8 décembre. Je n'ai pas dit ça. Vous mentez. Faites-la sortir d'ici. Ce n'est pas une bonne journaliste. Faites-la sortir d'ici. Donc Hegseth doit suivre le rythme. Et il n'a pas beaucoup de capacité mentale pour l'y aider. Ce que nous avons en substance aujourd'hui, Nima, c'est peut-être au mieux un capitaine, ou plutôt un sous-lieutenant, à la tête du plus grand établissement militaire, en termes d'argent, sur la surface de la Terre. Vous savez, il vise maintenant un budget d'1 billion de dollars. $1 billion qu'il cherche à obtenir pour cet établissement. Le Congrès a même ajouté des fonds supplémentaires à ce que l'administration Trump avait demandé. Ils y ont ajouté quelques milliards aussi. L'actuel NDA fait plus de 3000 pages. Personne ne peut le lire. Et pourtant, ils vont faire passer ce truc. Et les tuyaux vont s'ouvrir pour Lockheed Martin et Raytheon et tous les autres. Pardon, RTX. Et nous allons repartir pour une nouvelle année de désastre, en polluant le Pentagone avec trop d'argent distribué à une bande d'officiers généraux incapables de retrouver leur cul en pleine tempête. C'est horrible. Et nous sommes là à pontifier sur toutes ces stratégies qui, à cause de notre taille, Nima, et de l'argent qui soutient cette taille, aussi endettée soit-elle, vont faire du mal à beaucoup de gens. Nous allons faire énormément de mal à des gens en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, dans le Pacifique, peut-être ailleurs. Nous allons faire beaucoup de mal à des gens. Regardez combien de personnes nous avons blessées en Ukraine. Ça n'avait pas besoin d'arriver en Ukraine. Et je ne blâme pas Poutine. Je ne blâme pas Poutine. Il a eu une patience que Job lui-même n'aurait pas eue. Il est resté patient pendant des années alors que nous recommencions encore et encore. Et puis lorsqu'il a vu, après 2014, que nous utilisions à nouveau ces excuses pour réarmer, réentraîner et armer l'Ukraine, il a abandonné et a lancé cette opération militaire spéciale, qu'il décrit maintenant, tout à fait correctement, comme n'étant pas une guerre. Bien sûr, on ne peut pas dire cela aux gens qui meurent. Mais ce n'est pas une guerre au sens clausewitzien du terme. C'est une petite opération destinée à s'assurer que son étranger proche ne soit pas menacé par les États-Unis d'Amérique et secondairement par l'OTAN. C'est tout ce qu'il fait. Tant qu'il n'aura pas éliminé cette menace, il ne sera pas satisfait. Et il a dit exactement quel serait le prix pour la neutraliser. C'est le coût du territoire qu'il a déjà conquis. Si vous hésitez plus longtemps, il prendra Odessa et toute la vallée du Dniepr. Et alors, vous ne pourrez même plus expédier quoi que ce soit, encore moins l'acheminer jusqu'à un port. Bon, l'Europe, dites-moi que vous allez défier cela. Dites-moi que vous allez agir. Ce que vous risquez, c'est la guerre, et je vous écraserai aussi. Mais le problème, bien sûr, c'est que vous pourriez vous retrouver dans une situation qui mènerait à coup sûr aux armes nucléaires. Larry, à Doha, il y a eu un sommet sur la situation au Moyen-Orient
et un analyste européen y participait. Je ne sais pas si tu as vu le panel où Trita Parsi discutait avec, j'en ai vu une partie, oui. Zarif est la dame d'Europe, si je ne me trompe pas, elle était italienne. Ouais. Tu as raison. Je ne me souviens plus de son nom, mais je pense que tu as raison. Et elle a dit quelque chose comme, vous savez, c'est incroyable pour moi qu'après 4 ans de conflit en Ukraine, vous considériez l'Ukraine comme la première priorité de l'Europe. Qui a pris cette décision? Pourquoi l'Ukraine est-elle la première priorité? Est-ce vraiment si vital pour l'avenir de l'Europe? Ils ne font pas partie de l'UML. Ils ne font pas partie de l'OTAN. L'Ukraine faisait partie de la Russie, historiquement partie de la Russie. C'est en train de devenir le plus grand problème de l'Europe en ce moment. Qui en décide? C'est le produit de ce que j'appelle l'hubris, et aussi le fait de se duper soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que les Européens en étaient arrivés à un point où ils étaient tellement habitués à, pour le dire crûment, téter le sein des États-Unis, qu'ils pensaient que tout ce qui relevait de cette relation était possible. Tout à coup, ils ont été mis au défi et freinés. Et en même temps, ils se sont retrouvés avec un président qui se sentait vraiment investi en Ukraine, Joe Biden. Les gens autour de lui, je pense à Blinken et Sullivan, étaient plus responsables que Biden, car je crois que Biden n'était plus vraiment aux commandes ces dernières années. Mais quelle que soit la dynamique entre les personnes impliquées, ils pensaient qu'ensemble, ils pouvaient s'occuper d'une Russie que... Et voilà le point crucial. Leur service de renseignement et leur armée décrivaient comme un tigre de papier, pour reprendre l'expression que Poutine trouvait si intéressante. Puis ils ont découvert que dans toute cette affaire, le tigre de papier, c'était l'OTAN. Ils ont donc dû de nouveau s'appuyer sur les États-Unis. Cet appui a aidé pendant un certain temps. Mais ensuite, tout à coup, nous avons eu Trump et nous avons assisté à un éloignement de l'Ukraine. Il aurait dû agir beaucoup plus vite, de manière vraiment tranchante et rapide, les prendre par surprise et le faire. Maintenant, il leur a donné l'occasion, dans l'intervalle, de semer le désordre. Ils sont tellement impliqués, tellement investis, et je parle de l'UMember, de l'OTAN et des pays européens individuellement. Ils sont désormais tellement investis dans tout cela que c'est devenu une partie d'eux-mêmes. Et c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Moi aussi, jusqu'à ce que j'atteigne les plus hauts niveaux de prise de décision. Ils sont tellement investis maintenant qu'ils ne peuvent plus reculer. Ils ne peuvent pas reculer. Il faut s'en débarrasser tous parce qu'ils sont tellement investis dans l'échec que tout ce qu'ils peuvent faire, politiquement et autrement, c'est renforcer cet échec. Peu importe qu'ils voient le train foncer droit sur eux, ils continuent d'avancer. Merz en est un parfait exemple. Il vient de BlackRock. Oh, il pense à l'avenir. L'avenir vu à travers le prisme de BlackRock. Et cet avenir, tel qu'il l'imaginait pour l'Allemagne, devait probablement l'élever bien au-dessus de sa situation actuelle. Il voit tout cela s'envoler, et donc il est désespéré. Macron est désespéré. Toute la réputation de Macron est en lambeaux. Starmer est, à mon avis, le Premier ministre le moins apprécié de l'histoire britannique. Et les statistiques le montrent assez clairement. Ils sont donc tous investis dans un échec monumental. Tout ce qu'ils savent faire, c'est s'entêter encore et encore. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est comme s'accrocher à un grand requin blanc qui à tout moment peut cesser de nager, se retourner et te dévorer. Tu ne sais pas comment lâcher prise. Tu ne peux pas lâcher prise. C'est ton requin. Tu l'as créé, tu l'as construit, tu l'as financé, tu l'as élu. Tu as tout fait pour le mettre dans cet océan, en te traînant avec lui. Tu ne peux pas le laisser partir. Il faut donc repartir de zéro. Ils doivent chasser toutes ces personnes et recommencer à neuf en Europe. Ce que je crains,
c'est qu'il recommence dans les années 1930, plutôt que, disons, dans les années 1970 ou 1080. Rather than say the 1970s or 80s. En regardant le sommet de Doha au Qatar, on peut voir un nouveau Moyen-Orient là-bas, une nouvelle Asie occidentale. Les discussions qu'ils ont eues, le ton à l'égard d'Israël, même nous avons eu, vous savez, j'espère, oui. Even we had, I we- hope. yeah. I hope. But I've J'espère. seen this kind of thing before. J'espère. I will admit, Mais j'ai déjà vu ce genre de choses auparavant. J'admets, pas de manière aussi uniforme que ce que nous voyons maintenant. Nous en voyons davantage. Et quand ce ministre des Affaires étrangères omanais, je crois que c'était lui, a dit que le vrai problème dans la région, c'était Israël, il aurait pu ajouter « et le soutien des États-Unis à Israël ». Cela m'aurait rendu plus heureux. Il n'allait évidemment pas le dire. Oman est l'un des meilleurs acteurs diplomatiques de la région, et il n'allait pas le dire. Mais c'était bien son intention. Israël et les États-Unis sont les plus grands responsables, les perturbateurs de la paix, si l'on veut, dans la région. disturbers of the peace, if you will, in the region. And as you mentioned, we had Et comme vous l'avez mentionné, nous avons eu l'ancien chef des services de renseignement saoudiens, Turki al-Faisal, qui disait que ce type avait toujours été le pire en ce qui concerne l'Iran. Il n'a jamais parlé positivement de l'Iran. Maintenant, il dit que l'ennemi, c'est Israël, pas l'Iran. Right now, he's talking about this. The enemy is Israel, is not Iran. I used to sit at the lunch table. J'avais l'habitude de m'asseoir à la table du déjeuner avec Turki al-Faisal. Il était là, et le type du Washington Post était là aussi, ainsi qu'un certain David. Je ne me souviens plus de son nom de famille maintenant. David posait des questions à Faisal par-dessus mon assiette, et Faisal lui répondait. Et je me disais à ce moment-là que j'étais assis à côté, à ma droite, de probablement l'un des hommes les plus impitoyables du monde, et à ma gauche, d'un idiot. Je n'aurais pas dû être à ce déjeuner. Mais Faisal était, eh bien, vous savez, un Saoudien typique. He was a typical Saudi. I don't describe Prince. Je ne décris pas le prince Bandar très différemment de cela d'ailleurs. On ne savait jamais, si Bandar ou Faisal était votre ennemi juré, prêt à vous trancher la gorge un lundi matin, ou s'il était honnête et franc avec vous au sujet des renseignements qu'il transmettait. Et tu dis qu'il a changé maintenant, qu'il est favorable à une sorte de rapprochement avec l'Iran. Oui, mais je serais très très prudent en traitant avec lui, comme je le serais avec n'importe quel Saoudien. Et c'est pas tant un stéréotype que, eh bien, un stéréotype. Je serais très prudent en traitant avec n'importe quel Saoudien, surtout les membres de la famille royale. Encore une fois, nous avons vu les Saoudiens avec les Iraniens, le ministre iranien des Affaires étrangères et les Chinois se réunir pour envisager ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Larry, l'autre point, c'est que l'on observe une sorte de haine croissante parmi, vous savez, les sionistes, Laura Loomer, par exemple, aux États-Unis envers le Qatar. Quelle est la menace qu'ils perçoivent venant du Qatar et de ce mouvement, quel qu'il soit? Je ne vois pas comment le Qatar peut représenter une menace pour ces gens, ou comment il pourrait changer la donne contre Israël. Mais il se passe quelque chose. Well, There is something going on. there's a genuine angst, and it was Il y a une véritable angoisse, et elle existait bien avant Trump en ce qui concerne le Qatar, parce qu'il joue un double, parfois un triple, voire un quadruple rôle. À un moment, ils seront du côté d'Israël, pour ainsi dire, et le moment d'après, ils mèneront des pourparlers secrets avec le Hamas. Puis, le moment suivant, ils seront du côté du Hamas et mèneront des pourparlers secrets avec Israël. Et ensuite, ils seront contre les deux, semant le trouble d'une manière qui fait que les deux y perdent d'une façon ou d'une autre. Donc, vous savez, je fais une généralisation sur les Arabes. Oui, je fais une généralisation sur les Arabes. Si vous avez beaucoup lu sur la situation de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale dans cette région, les Britanniques et d'autres étaient souvent leurs propres pires ennemis. Mais malgré tout,
Et c'est l'un des groupes les plus duplicitaires avec lesquels on puisse traiter. Il y a donc des raisons pour les États-Unis et pour certains de leurs diplomates, soldats, marines et autres d'éprouver une certaine inquiétude à l'égard du Qatar et de tous ces pays. L'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, la petite Sparte, Bahreïn, où se trouve aujourd'hui notre 5e flotte. Je trouve incroyable que nous nous soyons intégrés à cet environnement de manière aussi complète, alors que pendant des années, les premières années de mon service militaire, nous le tenions à distance. Il n'était pas question de nous rapprocher de ces gens-là. Puis les Saoudiens se sont en quelque sorte insinués grâce à leur argent, aux armes qu'ils achetaient et à tout le reste. Nous avons observé cela avec une certaine inquiétude et nous parlions souvent des officiers militaires qui avaient effectué plus d'une mission en Arabie saoudite. On en parlait en disant « Surveille cette personne. Cette personne n'est plus digne de confiance. » Parce que les Saoudiens savaient comment les piéger. C'est vrai pour les autres aussi. Et j'ai vu ça se produire au Koweït après qu'on leur a sauvé la mise. Tu te souviens, pendant la première guerre du Golfe, j'ai reçu des souvenirs du Koweït, j'ai eu des billets de dollars du Koweït signés par l'émir, ce genre de choses. Oui, ce sont tes copains, tes amis, ils ont beaucoup d'argent. Mais il faut être très très prudent, parce qu'ils sont aussi d'une duplicité incroyable. Et c'est juste une caractéristique. Je ne les blâme pas d'être comme ça. C'est une caractéristique liée à la région où ils vivent, et au fait de vivre parmi les peuples avec lesquels ils doivent cohabiter, dont nous faisons partie. Et permettez-moi d'ajouter rapidement l'Empire britannique. L'Empire britannique a tellement ravagé cette région que je ne suis pas sûr qu'elle s'en remette un jour, même en ce siècle. Je me souviens de ce que ce chef de station de la CIA à Beyrouth avait écrit à Washington lorsque nous le harcelions juste après la Seconde Guerre mondiale. Nous lui reprochions de ne pas surveiller les Soviétiques d'assez près et aussi de ne pas observer un peu mieux les Libanais, ni les Saoudiens. Et il s'est renversé dans son siège et a dit « Qu'est-ce que vous essayez de me dire au juste ?» L'ennemi ici, c'est la Grande-Bretagne, qui essaie de rétablir son empire. Je veux dire, c'était sincère, c'était la vérité. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit, environ une semaine plus tard, il était dans un avion, je crois un C-47 qui volait quelque part en Afrique, et il s'est écrasé, le tuant sur le coup. Je ne suggère pas qu'il y ait un lien, mais, Larry, Israël recrute des pasteurs américains pour influencer les jeunes aux États-Unis. Ils ont commencé avec environ 1 millier de pasteurs chrétiens, et ils veulent remodeler l'opinion publique ici. Et ils savent exactement à qui s'adresser. Ces chrétiens corrompus qui ne connaissent pas Jésus-Christ mieux que mon pied gauche, c'est eux qu'ils visent. Ils ne s'en prennent pas aux vrais chrétiens. Les vrais chrétiens n'ont rien à voir avec eux. Ils s'en prennent aux chrétiens nationalistes, aux gens comme le groupe de John Hagee, Christians United for Israel. Ils s'en prennent aux chrétiens qui ne sont pas vraiment des chrétiens. Il y a des gens comme, par exemple, en ce moment, Tucker Carlson qui fulmine tous les jours. Ce ne sont pas de vrais chrétiens. Et ils sont des alliés parfaits, parfaits pour les sionistes. L'un des alliés les plus parfaits est notre ambassadeur là-bas, Huckabee, qui rencontre Jonathan Pollard et a probablement des paroles aimables pour Jonathan Pollard. Un traître pour de l'argent. Voici Race Maury sur le... Notre moment. La question est de savoir si nous serons à la hauteur. Et je peux vous dire, en quittant cette salle il y a quelques minutes, que nous serons à la hauteur. Nous ne laisserons pas ce mal triompher cette fois.
Les dirigeants israéliens encouragent les pasteurs à faire preuve d'audace et à exprimer leur gratitude pour leur soutien. Levez-vous et faites-vous entendre. Dites la vérité. Parlez aux jeunes. Exprimez-vous et faites-vous entendre. Je compte sur vous et je sais que vous ferez ce qu'il faut faire. C'est ce que notre destin exige. Ce n'est pas seulement le combat d'Israël, c'est un combat pour la civilisation. Nous faisons face à une lutte civilisationnelle semblable à celle des années 1930 entre le nazisme et le monde libre. Aujourd'hui, ce nazisme, c'est l'islamisme en coordination avec le communisme, dont l'expression moderne s'appelle le wokisme. Mais c'est la même chose. En coulisses, Shira Mills du musée Friends of Zion a contribué à rendre le sommet possible. Cela n'a jamais été fait auparavant. C'est quelque chose de très unique, très difficile. Mais nous y sommes. De mon point de vue, c'est miraculeux. I matador steps nengni c'est Tratuskis 10 000 pasteurs supplémentaires au cours des 36 prochains mois. C'est quelque chose auquel je suis confronté presque tous les jours en tant que membre du conseil consultatif de la Military Religious Freedom Foundation. Vous ne croiriez pas les choses que nous recevons, les choses que nous devons examiner, et les plaintes que nous recevons de la part de milliers de membres des forces armées américaines, dans toutes les branches, y compris les services de santé et la marine marchande. À propos de l'attitude de ces gens à leur égard dans les forces armées. Ce sont des personnes toxiques. Ce sont des gens qui portent Jésus sur leur front. Mais ce n'est pas le Jésus de la croix ou du sermon sur la montagne. C'est le Jésus qu'ils ont fabriqué à partir de l'Ancien Testament, comme Ted Cruz avec Tucker Carlson. Pour eux, Jésus est un guerrier avec une épée enflammée ou un AR-15, et il veut tuer toutes les personnes qu'elle vient de décrire comme les ennemis du monde. Toute personne qui n'est pas sioniste, un sioniste ultra-radical ou un nationaliste chrétien mérite de mourir. Elle n'ira pas au paradis. Et pourquoi ne pas s'en débarrasser avant que Jésus ne doive venir sur terre pour le faire? C'est leur attitude. Et nous en avons, Nima, bien trop dans ce pays aujourd'hui. Je pense que nous en avons un au poste de secrétaire à la Défense. Je pense qu'il dissimule assez bien cet aspect de sa personnalité tant qu'il est secrétaire à la Défense. Mais je crois qu'il fait partie de ces gens-là. Je pense que s'il en avait la volonté et le droit, il ferait du christianisme la religion nationale et il confierait à l'armée la mission de protéger cette religion. Tu sais, ce qu'ils font, c'est essayer de cibler les musulmans en même temps que les socialistes, qu'ils appellent des communistes, et d'une certaine manière, pratiquer une sorte de chirurgie au sein de la société, en retranchant une partie. Mais leur public, Larry, c'est le mouvement MAGA. Certains d'entre eux sont partis, Dieu merci, et je pense que d'autres vont partir. Si vous avez regardé certaines de ces vidéos de Charlie Kirk, il faut lui reconnaître qu'il répond vraiment aux questions sincères de son public et qu'il s'efforce d'y faire face, parfois très embarrassé, lorsqu'il n'arrive pas à convaincre son interlocuteur que sa réponse vaut mieux que la question posée. Eh bien, il y avait des gens pour lui dire qu'il n'avait pas de vêtements. Il y avait de jeunes gens qui lui disaient que l'association avec Israël était toxique pour les États-Unis. Et puis en décrivant les multiples raisons pour lesquelles c'était vrai, dont l'une était cette alliance entre des chrétiens zélés et des juifs zélés. Ils sont en train de perdre. C'est la raison pour laquelle ils font cela. Et vous allez en voir beaucoup plus, parce qu'ils perdent, pour la première fois depuis très, très longtemps, voire pour la première fois, la jeunesse de ce pays, en ce qui concerne son affection, son engagement et sa loyauté envers un autre pays que le sien, Israël. Ils les perdent et ils sont désespérés. Ils sont désespérés.
Je reçois des courriels tous les jours, des courriels me disant que je devrais faire ceci, que je devrais faire cela, que je devrais aller ici, que je devrais aller là. Probablement une douzaine par jour. Ils sont désespérés. Ils essayent de recruter. Ils essayent de stopper l'hémorragie. Ils mettent la main dans le trou de la digue. Mais je pense que le flux d'eau à travers ce trou et d'autres devient trop fort pour qu'ils puissent l'arrêter. J'espère que c'est le cas, car c'est très dangereux pour nous. Comme nous le voyons avec cette rencontre Huckabee-Pollard, c'est inadmissible. Il aurait dû être rappelé, il aurait dû être retiré d'Israël. Il ne devrait plus être ambassadeur. J'ai combattu Trump avec acharnement à ce sujet. Je me suis battu durement là-dessus. C'est une énorme erreur d'avoir laissé faire sans agir. Je ne sais pas si tu as vu, si tu as regardé Bernie Sanders parler de Larry Ellison. Tu sais, il fait partie du grand tableau de ce qui se passe avec les sionistes aux États-Unis. Voici ce qu'il a dit. Encore un imbécile qui a donné à mes enfants des ordinateurs qui ont cessé de fonctionner au bout d'environ 6 mois et qui nous ont coûté plus cher à jeter qu'ils n'avaient jamais valu au départ. Bernie Sanders a dit cela, Larry. Les fondements de la démocratie sont attaqués ici, aux États-Unis et dans le monde entier. L'intelligence artificielle et la robotique nous aideront-elles à devenir une société plus libre et plus démocratique, ou donneront-elles encore plus de pouvoir aux oligarques qui contrôlent la technologie? L'IA entraînera-t-elle une invasion massive de notre vie privée et de nos libertés civiles? Larry Ellison, la deuxième personne la plus riche du monde, a prédit un état de surveillance alimenté par l'IA où, je cite, « Les citoyens se comporteront au mieux car nous enregistrons et rapportons constamment tout ce qui se passe. » Et bien sûr, c'est le deuxième homme le plus riche du monde, investissant des centaines de milliards dans l'IA. Sommes-nous en train d'atteindre le stade où chaque appel téléphonique que nous passons, chaque courriel et message que nous envoyons, chaque recherche que nous effectuons sur Internet seront accessibles aux propriétaires de l'IA? Et si c'est le cas, comment maintenir une démocratie dans de telles conditions? Comment protéger notre vie privée? Oui, toutes de très bonnes questions, très actuelles, très importantes, qui suggèrent à juste titre, je pense, le danger dans lequel nous nous trouvons. Oui. Tu sais, lundi, je parlais avec Larry Johnson. Il a mentionné qu'il avait discuté avec Grok et avec DeepSeek, ces deux moteurs d'IA. Il parlait de la guerre en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient. Il a dit qu'ils étaient totalement biaisés, qu'ils essayaient de remodeler et de réorganiser tout. Ils veulent, tu sais, t'injecter quelque chose qui change tes convictions. Larry, ils sont tellement puissants aujourd'hui dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Ce n'est pas seulement à propos des guerres et de tout le reste. Ils essayent de remodeler toute la société. Je pense que ce dont Bernie Sanders parle est vraiment sérieux. C'est vrai. C'est vrai. Je reviens toujours à la science-fiction, dont je t'ai déjà parlé, je crois. Je pense que les auteurs de science-fiction, dans l'ensemble, en tant que genre, sont en réalité meilleurs que les historiens, surtout quand il s'agit de prédire l'avenir. Si tu regardes certaines œuvres de science-fiction qui ont été écrites et qui imaginent ce genre de futur, que ce soit Blade Runner ou, comment s'appelait celui avec Keanu Reeves, Matrix. Si tu les examines, je pense que tu vois des futurs possibles. Des types comme Larry Ellison et d'autres sont en train de concevoir cela pour nous, et c'est exactement ce dont Bernie venait de nous avertir. Je pense que c'est un avertissement tout à fait valable. Ces films que nous avons regardés et dont nous avons un peu ri, peut-être pris plaisir à cause de tout l'aspect science-fiction, les armes qui tuent tout le monde à vue et tout ça.
Je pense qu'ils sont davantage des prédicteurs de l'avenir que peut-être les historiens qui observent cet avenir en essayant de rester calmes et posés. Les dimensions de ce qui pourrait changer au cours des 70 prochaines années, disons d'ici la fin de ce siècle, sans même parler du changement climatique, sont tout à fait stupéfiantes quand on y réfléchit. J'ai vu un rapport aujourd'hui. En fait, c'était un indice montrant exactement ce qui s'est passé entre le début de la série des COP, les réunions mondiales sur le climat, et aujourd'hui, et où nous en sommes en termes de probablement 83 à 84% des climatologues et autres scientifiques concernés, selon leur échelle de danger imminent. Et c'est bien pire que ce que je pensais. Il y a des gens qui pourraient en parler en détail. Tout cela est en quelque sorte englobé dans un indice qui nous dit qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vraiment pas. Et la situation va devenir très grave. Elle va devenir si grave que nous aurons du mal à vivre sur cette planète. Ensuite, on ajoute cela à l'équation et on se demande, d'accord, comment ces milliardaires, comme Ellison, Musk, Thiel et d'autres, vont-ils affronter cela? Parce que certains de ces types vont encore avoir leur fortune en vieillissant, essayant d'allonger leur vie encore davantage pendant cette période. Et ce n'est pas une pensée rassurante quand on réfléchit à la manière dont ils pourraient utiliser cela et à ce qui accompagne les avancées technologiques, non pas pour sauver la planète, ni pour faire ce qu'il faudrait afin d'améliorer la vie de la majorité des gens et de préserver une certaine forme de démocratie, mais pour se sauver eux-mêmes, leurs clients et leurs cliques. C'est ce qu'ils feront, comme les riches l'ont toujours fait au cours de l'histoire. Et c'est effrayant quand on y pense. La technologie, le changement climatique et le risque de guerre nucléaire. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. C'est un peu sombre, mais enfin, je ne dirais pas toi et moi. Mais moi, en tout cas, je ne serai certainement plus là pour voir tout cela. Mes petits-enfants, eux, le verront. Et l'une de mes petites filles, qui a actuellement un emploi et gagne bien sa vie juste après l'université, m'a dit l'autre jour qu'elle s'inquiétait de perdre son travail parce que l'IA prend le contrôle de presque tous les aspects de celui-ci. Voilà, c'est là, dans ma propre famille. Cela les touche déjà. Et je ne peux pas encore affirmer que l'IA produit un meilleur résultat, mais elle le fait plus vite et à moindre coût, tu sais, que les humains impliqués. Alors, je ne sais pas. L'avenir s'annonce très passionnant à bien des égards. Ouais, un défi. Ouais, ton fils grandira dedans. Ouais. Oui, merci, Larry. Prends soin de toi. Décidé. On se voit vendredi. Oui. Peut-être qu'on pourra parler de quelque chose de sympa vendredi. Oui. Oh, bien sûr. Il y a quelque chose de bien. Prends soin de toi.